on nous dit que les femmes n'ont pas participé au veau d'or. Chez les non-juifs, il y a la journée de la femme, une fois par an dans le judaïsme. Les femmes ne doivent pas faire de travaux ménagers difficiles, et même c'est un peu leur yom tov si on veut. Shabbat Parashat Kitissa, une paracha importante, avec en son cœur, en son sein, la faute du veau d'or, mais également une Shabbat Para, avec la paracha de la para Adouma, et d'une certaine manière les commentateurs lisent de manière très intéressante la para d'un côté, la vache d'un côté et le veau de l'autre côté, et on connaît les midrashim qui racontent que en fait la para Adouma est une sorte de tikkun, de correction, de correction, on va dire, hein, de la faute du veau d'or, la mère ayant rétabli les fautes de son fils, si l'on peut dire, dans la conjoncture actuelle. Et pour parler de la paracha de cette semaine, mais peut-être de manière plus générale de ce livre de Shemot et des femmes au sein du livre de Shemot, eh bien, nous sommes en ligne ce matin avec le Rav David Ben Ezra. Rav David Ben Ezra, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, et à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes le rabbin de la communauté Da'at Valev. C'est une communauté qui est au cœur de Tel Aviv, très près du centre de Dizengoff. Très exactement, on va donner l'adresse, c'est Rehov Bar Korba, numéro 54. C'est une communauté relativement jeune que vous avez créée dans le cadre de l'association que vous avez développée, qui s'appelle Da'at Valev, et qui a pour mission, qui s'est fixé pour objectif d'essayer d'inculquer, d'enseigner la Torah à des populations qui jusqu'à présent ne sont pas des populations plus pratiquantes, des francophones, des olim ou non, qui sont en Israël, qui sont à Tel Aviv, qui ne pratiquent pas obligatoirement, mais qui veulent peut-être en savoir plus sur le judaïsme. Expliquez-nous. Exactement. Vous avez tout dit, mais on va quand même rajouter quelques petits détails. Tel Aviv, souvent, ça fait peur. On a l'impression que Tel Aviv, c'est la ville qui a le droit de ne pas être religieuse. Mais c'est peut-être pas le terme que je vais employer. Ce que je veux dire, c'est tout simplement connaître la Torah. On a fait l'école juive ou on n'a pas fait l'école juive. On a eu la chance de grandir à côté d'une communauté sympathique en dehors d'Israël ou pas. On est juif, on est en Israël. Alors, nos valeurs, nos textes, c'est ça l'héritage qu'on a reçu. Torah Tzivalanu Moshe Moracha, la Moracha, l'héritage, c'est nos textes. J'essaye d'être celui qui apporte à mes frères et sœurs nos textes, sans engagement de quoi que ce soit, mais tout simplement pour savoir nos valeurs, discuter, écouter les besoins des autres. Et Tel Aviv, je crois, est une ville où il y a un besoin, mais simplement il faut faire le pont entre les gens qui savent et les gens qui ne savent pas, sans effrayer, parce que parfois, il y a des a priori, et on a l'impression que si on met un pas dans la synagogue, c'est un engagement à vie. Pas du tout. Je rassure tous les auditeurs qui auront envie peut-être, après notre discussion, de s'intéresser, de venir partager notre héritage, de rentrer en contact avec nous. Alors c'est vrai qu'on est installé au Rehov Bar Korba 54, au fond de la cour, je précise, parce qu'il y a un immeuble qui porte aussi ce chiffre. Et je suis à Tel Aviv depuis déjà 7 ans. Dans plusieurs autres endroits, j'ai commencé à donner des cours, rencontrer des gens, et parfois aussi accompagner des francophones qui étaient de papa juif et donc non pas encore selon la halakha juif, ou des personnes non juives sans aucune origine juive et qui voulaient se convertir. Donc j'ai aussi cette possibilité d'accompagner des gens qui le souhaitent auprès du rabbinat de Tel Aviv ou éventuellement même auprès du rabbinat du Rav Karelitz à Bnei Brak. Alors, concrètement, les activités de cette jeune communauté, vous pouvez nous les résumer en quelques mots ? Alors, on a depuis le mois d'Elul, nos débuts sur place au niveau des tfilotes, on a organisé les slichot à minuit et demi. Alors Tel Aviv, c'est la ville qui vit la nuit, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'était magnifique de voir qu'on était toujours minyan, voire plus, et qu'à minuit et demi, le jeudi soir, on n'a pas fait ça tous les soirs, mais le jeudi soir, qui est une soirée où beaucoup d'Israéliens aiment sortir, les rues n'étaient pas encore en bidoud, il n'y avait pas encore d'interdiction de se réunir. Donc, on était ouvert à minuit et demi pour les slichot et on sortait dehors et on voyait cette jeunesse qui est venue pour les slichot, une autre jeunesse qui est sur les bancs des bars, des pubs, à l'extérieur. Et comme me l'a dit une fois un de mes maîtres, à Tel Aviv, tout ce qu'on peut faire de juif,
c'est très fort. Ça prend une plus grande dimension parce que faire les slichot à Jérusalem, c'est classique, c'est C'est évident. naturel, ouais. Mais à Tel Aviv, c'est beaucoup plus méritant. Donc, essayer de montrer aux autres avec un regard, un sourire, de même tout public, même nos frères israéliens, qu'on peut être juif, pratiquant, être heureux, sympathique, ouvert d'esprit, de manière à sentir qu'on est vraiment ce peuple, Am Israël, qui est revenu sur sa terre. Alors, Alors vous on a eu avez, les vous fêtes. avez vous-même décidé de développer les activités. Quel est votre prochain projet dans cette communauté? Alors, tout de suite après Pessah, Bezrat Hashem, on a un projet d'ouvrir un séminaire. Alors, le mot est peut-être un peu, aujourd'hui, il est utilisé pour pas mal de choses, mais nous, concrètement, ça va être des cours pour jeunes filles et dames qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école juive, ou même si elles ont été à l'école juive, elles ont peut-être oublié un petit peu tout ce qu'on a appris là-bas avec le temps, de leur permettre de récupérer un niveau, parce que lorsqu'on met ses enfants à l'école en Israël, il y a souvent aussi des matières juives, même parfois qu'on passe au baccalauréat, donc il faut connaître un petit peu ces textes. Alors les mamans connaissent les mathématiques, peut-être l'histoire, l'éducation civique, mais qu'est-ce qu'on fait du Tanakh, par exemple, ou éventuellement, si c'est une école Mamlarti Dati, alors il y aura aussi le Kitsur Shulchan Aruch, les Pirkei Avot et d'autres textes. Et on va essayer de donner à toutes ces mamans et ces dames une remise à niveau. Toujours, et je précise, sans engagement, avec l'envie de partager tout d'abord nos textes. C'est ça notre but qui va démarrer donc Bezrat Hashem tout de suite après Pessah, une remise à niveau et une découverte peut-être pour certaines, parce que certaines n'ont jamais eu la chance de voir ces textes, de connaître, c'est magnifique. On va étudier la Megillat Ruth, j'en dis plus, parce qu'on s'approchera de Shavuot, et donc bien connaître ces dames qui ont été très importants dans le peuple juif, qui ont un destin particulier. Et je crois que tout juif doit connaître l'histoire de Megillat Ruth. Et grâce à ça, peut-être s'intéresser plus encore après nos études. Donc, un projet magnifique qui commencera tout de suite après Pessah, Bezrat Hashem. Vous parliez à l'instant des femmes, Rav David Ben Ezra, et je crois que quelque part, c'est le sujet que vous vouliez aborder dans le cadre de ce livre de Shemot, en cette paracha de Kitissa, qui est une paracha, je le disais, extrêmement importante, puisqu'elle a en son cœur la faute du veau d'or. Pourquoi les femmes dans le livre de Shemot? Quel est leur rôle important? Alors, il y a deux raisons pourquoi j'ai choisi ce sujet. La première, c'est que j'ai, depuis le début du livre de Shemot, utilisé un magnifique sefer que je recommande aux auditeurs, qui a été écrit par le Rav Yonatan Zaks, qui était le grand rabbin d'Angleterre, qui nous a quittés tout de suite après le mois de Tishri, qui était vraiment une personne extraordinaire, un rabbin, mais qui avait une ouverture impressionnante, qui a lui-même été dans les grandes universités d'Angleterre, et qui était un rabbin orthodoxe de la halacha, et qui apporte à la paracha chaque semaine une dimension qu'on ne connaissait pas. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. On a commencé dans la paracha de Shemot, dans son livre, avec la rébellion de Shifra et Poua, ces deux sages-femmes que Paro a convoquées et leur a donné une mission cruelle, celle de tuer les premiers-nés masculins des enfants des Hébreux. Elles ont refusé, elles ont manigancé un prétexte. Elles ont dit que les femmes juives accouchaient rapidement, qu'elles n'avaient pas besoin d'elles, et donc elles ne se sentaient pas le prendre l'enfant et de le tuer devant elles. Donc elles se sont rebellées contre le gouvernement. Et on n'est pas à l'époque dans une démocratie, c'est un roi, c'est un tyran, c'est Pharaon qui leur demande une chose, de tuer des bébés. Et il explique là-bas, le Rav Zaks, que ce qui allait bien plus tard motiver les Anglais qui se sont rebellés contre l'Angleterre pour créer les États-Unis avec le fameux Mayflower, ce fameux bateau de pionniers, c'était la Bible. À cette époque, il n'y avait pas autant de livres qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'imprimeries, et le livre de référence qui a motivé les Anglais à créer les États-Unis, à pouvoir se rebeller contre la royauté anglaise, c'était l'histoire des deux sages-femmes qui, courageuses, n'ont pas eu peur de se rebeller contre Pharaon. Et bon, il fait un lien magnifique entre ces deux faits. Il amène des preuves en plus. Ce n'est pas simplement un rapprochement qu'il a trouvé comme ça. Il amène des preuves historiques à cela. Donc, s'il y a les États-Unis aujourd'hui d'Amérique et que, Baruch Hashem, il y a une très grande communauté là-bas et que c'est le pays de la liberté, c'est tout d'abord grâce à une histoire de notre Torah, de deux femmes courageuses. Donc, j'ai énormément aimé
ce chidouche, on passe devant sans le savoir. Et tout au long du livre de Shemot, j'ai fait attention à toutes les femmes. Et finalement, comme aussi on pourrait le dire dans le livre de Bereshit, les femmes sont nos héroïnes. Elles méritent de le savoir. Donc il y a ces deux femmes. Et puis il y a Bithia aussi, qui va sauver Moshe Rabbeinu des eaux et le ramener, le faire grandir chez son père, Pharaon, qui a demandé à ce que tous les Hébreux soient tués. Il y a ici un acte de courage. Il y a bien sûr Myriam. On sait que Myriam a motivé son père à se remarier avec Yochebed, puisque lui, il ne voulait pas arriver à la dure épreuve de devoir se séparer d'un bébé mâle. Et il a écouté sa fille, Myriam, qui lui a dit de réépouser donc Yochebed. C'est aussi un acte de courage. Et puis on arrive à la paracha de cette semaine, la paracha de Kitissa, où il y a le veau d'or. Et on nous dit que Nashim, les femmes n'ont pas participé au veau d'or. Vous savez que chez les non-juifs, il y a la journée de la femme. Une fois par an, il y a la journée de la femme. Mais nous, dans le judaïsme, tous les Rosh Chodesh, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que les femmes ne doivent pas faire de travaux ménagers difficiles. Et même, c'est un peu leur Yom Tov, si on veut, tous les Rosh Chodesh. Donc, ce n'est pas une fois par an, mais tous les mois où il y a la journée de la femme. Et la raison de cette fête pour femmes, tous les mois, c'est parce qu'elles n'ont pas participé au veau d'or. Alors, j'ai cherché un peu, finalement, dans le texte et dans Rashi, on ne voit pas directement cet enseignement des Chachamim, comme quoi les femmes n'ont pas participé. On sait que Aaron avait demandé aux hommes qui sont venus avec l'intention de construire le veau d'or, il a pensé qu'il fallait retourner voir leurs femmes et on allait gagner du temps en leur demandant de donner leur or. On ne voit pas après la suite qu'elles ont refusé. Peut-être qu'ils ont arraché, d'après certains commentaires, les boucles d'oreilles de leur épouse qui étaient en or. Mais il y a un très joli Midrash Tanchuma sur la paracha de Pinchas, le 7e Midrash Tanchuma dans paracha de Pinchas, qui nous dit que les femmes de cette époque de Yetziat Mitzrayim, tout ce que les hommes ont transgressé, elles l'ont respecté. Il y a deux grands sujets qui sont le veau d'or, les femmes n'ont pas participé, c'est donc là-bas l'origine de cet enseignement, et aussi une chose que je ne savais pas, c'était qu'au moment de la faute des Meragelim, une seconde faute très importante de notre histoire, malheureusement, les femmes ne se sont pas démotivées malgré les informations qu'ont ramenées les explorateurs. Au contraire, elles ont dit à leur mari, il ne faut pas les écouter, on doit rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, les hommes n'écoutent pas toujours les femmes et on a donc, on connaît la suite, les 40 ans du désert, suite à cette faute des Meragelim. Et puis, dans la paracha de cette semaine, bien qu'on voit aussi… Dites-moi si je me trompe, Rav Ben Ezra, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans la construction du Mishkan, on se souvient aussi que lorsque Moshe Rabbeinu sollicite les Béné Israël pour la construction du Mishkan, eh bien, au début, il ne pense pas que l'argent, les richesses du Ham Israël vont suffire, et donc il dit au prince, attention, je vais avoir besoin de votre aide, et finalement, il s'avère que les femmes aussi se montrent particulièrement généreuses. Elles donnent leurs bijoux pour la construction du Mishkan, pour la construction des Kélim du Mishkan. Tout à fait, et c'est sur ça que je voulais arriver. Il y a aussi plus que ça. Il y a ce fameux détail qui sont les petits miroirs qui allaient servir pour le kior. Oui, alors, on parle du kior dans la paracha de cette semaine, mais on va en parler dans la paracha de la semaine prochaine. Le kior, c'est donc ce grand lavabo, on va dire comme ça, avec plusieurs robinets, qui vont permettre aux Kohanim de se purifier les mains et les pieds avant de commencer leur avoda. Et ce kior était recouvert de miroirs que les femmes ont voulu amener. Il faut savoir une chose très importante, c'est que dans tous les ustensiles du Beth Amikdash, on ne sait pas où l'argent qui a été donné, à quoi il a été utilisé. Tout est fondu dans la masse et on ne sait pas, personne ne peut dire que l'or que j'ai donné, là, il a servi, par exemple, au Misbéach Apenimi, celui qui était dans le Kodesh, le Misbéach en or. Personne ne pouvait prétendre quoi que ce soit. Le seul ustensile dont on est sûr de qui a donné et où a été mis la chose apportée, c'est les fameux miroirs. Alors, lorsque les femmes ont amené ce miroir à Moshe Rabbeinu n'a pas voulu les accepter. Encore une fois, on voit ici, même Moshe Rabbeinu, le prophète, le plus grand des prophètes, n'a pas tout de suite compris ce que Dieu allait lui dire dans quelques minutes. Après, il lui dit, accepte ces miroirs. Parce que peut-être qu'il y avait un problème de tsniout. On sait que les femmes ont ce petit miroir dans leur sac avec lequel elles regardent si tout va bien sur leur visage. Et les sages, le Midrash nous raconte, Rashi rapporte ce Midrash, que c'est grâce à ces miroirs que lorsque les hommes épuisés, découragés par l'esclavage, n'avaient plus du tout envie de continuer à
la reproduction, à continuer à avoir des enfants. Et les femmes utilisaient ce miroir, comme nous raconte le Midrash, pour séduire leur mari, leur redonner ce qu'il faut pour permettre la continuité du Ham Israël. Et donc, c'était quelque chose finalement de très personnel, à la fois aussi, on touche l'intimité, et elles ont voulu le donner pour le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu n'a pas tout de suite compris qu'il fallait le faire, et Dieu lui a dit, je veux ce Kéli. Il m'est très cher. S'il y a une continuité du Ham Israël, c'est grâce à ce petit miroir, et il allait servir donc pour embellir le Kior, qui allait être ce fameux Kéli pour les Kohanim. Et sans ça, sans cette Netilat Yadayim et lavage des pieds pour les Kohanim, ils ne peuvent pas travailler. Donc c'est comme si tous les matins, les Kohanim devaient passer par cela, pour se rappeler qu'il y a une dimension de transformer la matière, de la passer d'un objet anodin presque à quelque chose de très grand. Et il a fallu que Dieu intervienne. Et souvent, comme on le voit aussi avec les Bnot Selophrad, Moshe ne voit pas tout de suite la grandeur de ce qui est devant lui, et il a besoin de la confirmation du coup de pouce d'Hachem pour dire, tu es face à des gens, à des femmes qui ont un bina yetera, ce fameux intellect en plus que les hommes, et accepte, parce que tu as devant toi quelque chose que moi je vois, je connais les cœurs, je sonde les cœurs, et il y a ici quelque chose de pur qu'il faut accepter. Et c'est donc tous ces enseignements du livre de Shemot que j'aimerais que toutes les femmes juives le savent, parce que souvent, peut-être elles ne le savent pas, elles n'ont pas eu la chance de l'écouter, et qu'elles apprennent et qu'elles soient convaincues et profondément conscientes du besoin dans le judaïsme des femmes. Et c'est très triste d'écouter que parfois encore, certaines femmes imaginent que parce qu'elles sont à la synagogue, non pas à côté de leur mari, mais de l'autre côté, les femmes n'ont pas leur place dans le judaïsme, on les prend pour inférieures, chas v'shalom. Loin de là, au contraire, on a besoin des deux pour pouvoir avancer. Sans ce petit miroir, sans le petit miroir des dames, qui est pourtant quelque chose, encore une fois, de très personnel aux femmes, on n'aurait pas eu le Ham Israël aujourd'hui. Donc, toutes mes sœurs, toutes les femmes du Ham Israël, je voudrais qu'elles écoutent ce message, qu'elles apprennent nos textes pour être fières et et bien au contraire, Khadila, de ne pas penser une seule seconde que le judaïsme les met de côté. Eh bien, le message est bien clair, il a été bien formulé et de manière très intéressante. Merci beaucoup, Rav David Ben Ezra, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre communauté, la communauté de Da'at Valev, à la rue Bar Korba, 54 rue Bar Korba, une nouvelle synagogue, une nouvelle communauté francophone, ouverte à tous et à toutes. On peut le souligner. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Avec grand plaisir, Shabbat Shalom.